C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour tous ceux qui ont déjeuné rapidement et nous rejoignent maintenant à 13h30 pour ce webinaire dédié aux ressources environnementales en tension. On va revenir sur le pourquoi du comment de cette table. Je vais évidemment vous présenter qui sont les différents intervenants. En tout cas, merci à vous d'être présents, de venir s'intéresser aussi à ce sujet qui a été légèrement traité pendant Vive depuis quelques webinaires. Et puis, on espère évidemment que vous passez un bon moment pendant ces 2 jours, à la fois des bons rendez-vous en B2B et puis des contenus dans les webinaires que vous pouvez apprécier. Je vais évidemment vous partager un petit diaporama qui va me permettre, là, normalement, vous le voyez tous. Vous me faites un signe de tête, mes intervenants, pour me dire que vous le voyez bel et bien. C'est parfait. Ça va me permettre de passer la main. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Antoine Chotard et donc je travaille pour ADI Nouvelle-Aquitaine. Je suis actuellement en charge des problématiques de développement et de marketing au sein de l'agence. Et je vais vous proposer aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, un casting hors pair avec certains de mes collègues que je présenterai en dernier de ADI, mais aussi on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Patrick Dugue du BRGM. Vous en êtes le directeur du programme scientifique ressources minerais et économie circulaire. On vous a depuis Orléans, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi avec nous Amandine Loeb, qui est directrice de l'AREC, qui est une agence régionale de Nouvelle-Aquitaine sur l'évaluation environnement et climat. Merci à vous d'être avec nous pour ce moment. On a un chef d'entreprise avec nous qui est Monsieur Olivier Benelli de COP Électronique. Vous en êtes le PDG. Vous nous parlez depuis les Pyrénées-Atlantiques. On est dans un cadre évidemment aujourd'hui de Vive Industrie, des programmes usines du futur et que vous connaissez bien puisque vous êtes dans ces programmes. Vous avez aussi également été accompagné sur des promos, notamment de l'accélérateur, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler au fil des différentes journées. Et puis, pour compléter cette table, donc, des collègues à moi, Antoine Achard, qui est chef de projet intelligence économique chez nous et qui va nous faire un petit point en introduction sur ce qui nous a aussi un peu motivé pour mener cette table. Et puis Laurent Thierry, qui lui est chez nous plus spécifiquement en charge des problématiques de transition énergétique et environnementale. Donc, un pro des problématiques énergétiques, environnementales, mais aussi de mobilité. Allez, je continue. J'en profite pour passer quelques mots parce que sur ce Vive Industrie, la problématique de l'usine durable a été beaucoup évoquée depuis quelques jours. Et d'une, parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le programme Usine du futur, par exemple en région, eh ben, on a des diagnostics qui sont proposés sur ces thématiques, c'est des nouveautés, et puis des parcours maintenant sont proposés aussi dans ce sens. Hier, il y a eu une conférence avec la région et en particulier aussi avec Grégory Richard d'OPO, qui accompagne les entreprises, qui nous a parlé finalement aussi de cette bascule que les entreprises allaient devoir opérer vers une usine plus résiliente, plus durable, faire évoluer des modèles économiques et qui nous montre qu'on est en train de s'engager, à l'échelle de l'entreprise en tout cas, et essayer de changer de modèle vers des modèles très linéaires où on pense beaucoup l'entreprise par l'interne, sa performance par l'interne, et qu'il faut aujourd'hui avoir une approche plus systémique et faire évoluer ces modèles. Donc, il a évoqué un certain nombre de sujets très intéressants. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à aller revoir les webinaires qui seront en ligne d'ici quelques heures, je pense. Mais il nous montrait comment, sur l'amont, sur l'aval d'une chaîne de valeur dans l'entreprise, on allait avoir des mouvements, en particulier sur, par exemple, des levées sur des vulnérabilités en matières premières, sur le raccourcissement des supply chains ou l'anticipation d'un certain nombre de disruptions. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pas sans frein. Il va y avoir un besoin d'accompagner fortement les entreprises là-dessus, mais c'est en tout cas une vraie tendance. Par contre, on s'est posé la question aussi de savoir si à un moment donné, c'était quelque chose aussi qui se questionnait à l'échelle des filières. Certaines, on imagine que oui, mais Antoine Achard, qui chez nous mène un certain nombre d'études en intelligence économique, on s'est aperçu, Antoine, qu'il y avait finalement à l'échelle des filières une problématique sur l'approvisionnement et la finitude des ressources qui était finalement peut-être pas encore tant débattue que ça, comme un point critique pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment c'est venu, y compris dans tes recherches? Yes, alors bonjour à tous pour commencer, et puis merci Antoine d'introduire le sujet
avec autant de dynamisme comme d'habitude. Effectivement, comment est venu ce sujet-là, enfin, comment on est venu à discuter de ce sujet-là à l'agence? En fait, c'est une étude que je mène, enfin, que j'ai menée toute l'année dernière pour mettre en évidence en fait les développements technologiques récents ou en émergence en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, le but, c'était vraiment d'identifier des territoires moteurs ou des acteurs générateurs de dynamique technologique, détecter des entreprises également, et puis appréhender tout ce qui est les opportunités autres, c'est-à-dire légaux, environnementaux, réglementaires ou marchés, voilà, sur ces domaines technologiques en émergence. Donc, on a réalisé une étude avec une plateforme d'ingénierie de l'Université de Bordeaux. Bon, enfin, c'est pas le lieu ici de vous la présenter en entier, mais pour vous faire ça très court, on a analysé à la fois les dépôts de brevets en Nouvelle-Aquitaine entre 2000 et 2020, qu'on a cartographié du coup sur des fonds de cartes sur la base des zones d'emploi, afin d'identifier des zones motrices sur les technologies qu'on a été amené à analyser. Et puis on a complété cette analyse quantitative par une analyse de données qualitatives, donc à la fois les données presse dont on dispose voilà, de manière assez massive, et puis surtout on a complété ce panorama par des entretiens qualitatifs auprès d'experts, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, mais également des chercheurs et des chercheuses sur les thématiques qu'on a été amené à aborder plus précisément. Donc les thématiques, pour vous les présenter très rapidement, sont les chimies matériaux, le transport et notamment l'industrie nautique, le domaine de la santé avec la pharmacie, les dispositifs médicaux, mais également les énergies renouvelables. Donc on a traité 3 sujets: hydrogène, les énergies renouvelables au sens propre, donc c'est-à-dire les EMR, l'éolien, euh, et le photovoltaïque. Et on a également traité les sujets électroniques et numériques, et enfin les sujets Hmm. environnementaux. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant cette étude, notamment dans le premier domaine, chimie matériaux, que j'ai peut-être pas mentionné, mais dans le domaine chimie matériaux, qui est en fait un domaine très très fort en région Nouvelle-Aquitaine, qui est notre spécificité régionale au final, que ce soit en termes d'emploi ou en termes de développement technologique. Euh, c'est une industrie qui est très très forte chez nous, qui est également finalement très transversale, très importante pour notre tissu économique, parce que on a besoin de matériaux et de ses compétences en chimie et développement de matériaux, que ce soit composites, biomatériaux, polymères, etc., dans toutes les industries finalement. Et on s'est rendu compte, quand on a finalement sur ce domaine-là, en chimie matériaux, que le premier sujet, c'est qu'il y avait une vulnérabilité très forte des approvisionnements en matières premières. Et c'est un aspect qui a été mis en lumière par un rapport finalement du Conseil général de l'économie et de l'industrie en 2019, et qui met en fait en avant les facteurs suivants qui expliquent les causes de cette problématique. Donc il y a la disponibilité géologique connue, des états des réserves et des ressources répertoriées. Donc ça, je pense qu'on a un expert tout trouvé pour en parler après, le BRGM, avec Patrick Dugue. Et puis les aspects suivants sont la disponibilité structurelle ou technique, et enfin le niveau de concentration de la production, c'est-à-dire la concentration des pays producteurs et des entreprises productrices au stade de l'extraction, la métallurgie et du raffinage. Donc on a été amené à se rendre compte que notamment sur voilà, des métaux qui étaient utiles ou des matériaux autres finalement, alors on prend l'exemple par exemple du zirconium, qui est beaucoup utilisé dans les céramiques, qui est majoritairement produit aux États-Unis. Ça peut poser des problèmes d'approvisionnement aux sociétés, mais on a également pris pour les sociétés du domaine de l'énergie le cas du lithium, ou encore du cobalt et du nickel, euh, pour lequel le BRGM a fait des études approfondies pour évaluer leur criticité. Donc ça, c'est également peut-être un aspect qu'on sera amené voilà, probablement à discuter tout à l'heure. Mais donc voilà, la première problématique, ça a été vraiment cette vulnérabilité des approvisionnements en matières premières. Et la seconde, en tout cas dans ce domaine chimie matériaux, c'est l'explosion des besoins liés à la transition énergétique et numérique et à la mobilité électrique. Et en fait, on s'est rendu compte à la fois dans les domaines des énergies renouvelables et à la fois dans le domaine de l'électronique et du numérique, qu'il y avait une très forte vulnérabilité des sociétés, alors qu'elles soient régionales, parce on s'est avant tout concentré sur l'échelon régional, mais les experts des différents domaines nous parlaient voilà, à une échelle plus large. Donc on parle vraiment à l'échelon national et même européen. Les sociétés européennes, françaises et les régionales, du coup, sont très vulnérables sur les approvisionnements en matériaux et en composants électroniques. Euh, et ça, c'est un vrai problème également pour ces entreprises-là, puisque notamment lors de la crise sanitaire que l'on traverse toujours d'ailleurs, certains pays qui sont les plus forts fournisseurs, les plus gros fournisseurs de ces matériaux, qu'ils soient des composants électroniques ou des matériaux, comme j'ai pu le citer, des métaux, en fait,
se trouvent pas forcément en Europe, et certains pays ont fermé, enfin ont été amenés à fermer leurs frontières lors du premier épisode de confinement notamment, et ça a mis un gros coup d'arrêt à beaucoup d'entreprises en région, et ça leur a posé énormément de problèmes. Donc on a identifié vraiment ce sujet de l'approvisionnement comme étant une problématique super transversale à tous les domaines qu'on a pu étudier. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on est amené à beaucoup travailler, ou en tout cas peut-être pas assez. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée un petit peu de parler de ce sujet-là, parce qu'il nous semble particulièrement important et stratégique pour les entreprises qui constituent notre tissu Tout à économique. fait. Ouais, Voilà. merci beaucoup Antoine. Et puis tu as raison. En plus, ce rapport, donc j'ai mis les liens là dans le chat. Hein, vous pouvez récupérer si vous voulez les liens pour aller le voir. Il fait aussi un certain nombre de préconisations sur le fait que finalement la mise en discussion de ces problématiques d'approvisionnement et de vulnérabilité est assez récent, que certains comités stratégiques de filière s'y mettent, mais que d'une certaine manière, on en est encore à un certain nombre de balbutiements. Donc on va dérouler sur cette table et voir si justement il y a des actions qui sont en cours ou pas. Tu as évoqué un certain nombre d'éléments, et je te remercie, sur des spécificités aussi un petit peu régionales sur ces limites-là. Moi, c'est l'occasion de faire une transition et de passer la main à Monsieur Patrick Dugue, côté BRGM. Alors, évidemment, n'hésitez pas à nous rappeler ce qu'est le BRGM, et puis à dérouler sur quelques slides que vous nous avez préparés, qui nous fait un petit peu un topo aussi macro de ces enjeux-là. Merci. Oui, donc merci Antoine. Effectivement, merci d'abord pour l'invitation et pour vous saisir de ces sujets-là qui sont extrêmement importants pour nous. Donc j'en profite d'ailleurs pour, vous l'avez fait déjà, hein, mais effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous avez un site qui s'appelle Mineral Info. C'est ce que vous pouvez voir en bas à gauche de la première slide. N'hésitez pas à aller consulter ce site sur lequel il y a quand même pas mal d'informations. Donc effectivement, donc je suis Patrick Duc, je suis en charge de coordonner les activités scientifiques du BRGM, qui est donc le Bureau de recherche géologique et minière, sur le thème des ressources minérales et de l'économie circulaire. Sans entrer dans le détail, en deux mots quand même, le BRGM, donc c'est le Bureau de recherche géologique et minière, pardon. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, on est essentiellement sur des actions de recherche appliquée et de recherche très appliquée. On est le service géologique national et on travaille essentiellement sur toutes les applications des sciences de la Terre pour la gestion des ressources, on va dire, et des risques au niveau du sol et du sous-sol. Donc voilà, donc à la demande des organisateurs, j'ai préparé une petite présentation en 4 slides sur la question des enjeux associés à l'approvisionnement en ressources minérales. Donc, j'ai essayé de donner une vision globale de ces enjeux, d'abord à l'échelle mondiale, européenne, et puis finir par une déclinaison et éventuellement commencer à amorcer des solutions à l'échelle territoriale. Donc voilà, comme vous pouvez le voir donc sur ce premier slide, je souhaitais partager avec vous le premier enjeu lorsque l'on parle d'approvisionnement en ressources minérales, c'est celui d'une forte augmentation de la demande. Donc, la demande en matières premières minérales, que ce soit des métaux ou matériaux, elle augmente fortement avec nos modes de vie, les différentes transitions en cours, énergétique, mobilité, écologique, urbanisation, et bien évidemment avec le nombre d'habitants. Alors, ce propos, il peut être illustré par les deux schémas que vous pouvez voir. Sur celui de gauche est illustré le fait que non seulement la demande augmente en quantité, mais elle augmente aussi en diversité et en qualité. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait face à une complexité grandissante des objets. L'évolution technologique font qu'on a des objets qui sont de plus en plus complexes et qui intègrent de plus en plus de métaux différents. Alors, les conséquences de ça, c'est qu'on a également à faire face à des chaînes de valeur et à des chaînes d'approvisionnement et à des marchés qui sont de plus en plus complexes, depuis la mine jusqu'à la mise sur le marché des technologies. Alors, si on focalise un tout petit peu plus sur le message, la figure de droite, sur la question des énergies renouvelables, différentes études ont été faites. Je vous cite là celle de la Commission européenne. Et la Commission européenne les études de la Commission européenne montrent que la demande sur un certain nombre de métaux et de matériaux associés aux batteries va être extrêmement importante dans les prochaines années. Donc, par exemple, on peut voir pour le lithium une augmentation de la demande de plus de 20 d'ici 2030, un facteur 5 sur le graphite et le cobalt,
Si on se projette sur 2050, on est sur une augmentation de plus de 60 fois par rapport à la demande actuelle. Donc voilà, donc ça donne un peu une image des enjeux. On peut enchaîner. Donc parmi les autres enjeux, ben, c'est celui de la dépendance. Donc c'est ce qui est illustré sur cette carte de la Commission européenne. Plus de 98%, c'est ce qu'on peut voir à droite, par exemple, des terres rares qui sont utilisées en Europe ont été produites en Chine. C'est 71% du platine qui provient d'Afrique du Sud, par exemple, ou 80% pratiquement du lithium qui vient du Chili. Donc voilà. Donc l'Europe, elle est fortement dépendante des importations pour de nombreux métaux, et notamment ceux qui sont utilisés dans la transition énergétique. On en reparlera tout à l'heure avec M. Benelli, je pense. Oui. Ben, écoutez, ça tombe bien. Très bien. Je passe la Chine est le premier producteur minier et ou métallurgique mondial pour plus d'une trentaine de matières premières minérales. Donc, quand on parle de ces problèmes, on fait souvent référence à une sorte de monopole de la Chine. Autre aspect important et qui finalement prend toute sa résonance, je pense, aujourd'hui, c'est que quand on parle de dépendance aux métaux, cette dépendance remonte très souvent la chaîne de valeur des technologies. En gros, si vous produisez des terres rares, et c'est ce qui se passe en ce moment, vous produisez également des aimants, et notamment des aimants permanents. Et si vous produisez des aimants permanents, eh bien, vous avez aussi la main sur la production des éoliennes. Donc, par les matières premières, on peut maîtriser et piloter une partie de la chaîne de valeur. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, parmi les enjeux, et notamment les enjeux associés à l'approvisionnement, il y a celui du recyclage. En fait, le recyclage est une opportunité, mais il est aussi porteur d'un certain nombre de limites. Donc, le recyclage des métaux, et c'est ce qu'on peut voir là alors c'est un peu flou sur mon écran, je ne sais pas si c'est un peu plus clair sur le vôtre, mais ce qu'on peut voir sur le schéma de gauche, sur la figure de gauche, c'est effectivement qu'il y a un réel potentiel de développement sur un certain nombre de métaux, notamment les métaux technologiques. C'est tous ceux qui sont en rouge qui sont aujourd'hui recyclés à moins de 1%. Donc, on va retrouver des métaux assez importants comme le lithium, par exemple. Donc, on sait qu'il y a forcément un potentiel. On sait également qu'au-delà des objets en fin de vie, ce qu'on appelle la mine urbaine, il y a sans doute un potentiel sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur l'ensemble des technologies qui utilisent ces métaux. Et on pense que notamment les déchets miniers, les chutes de production sont potentiellement aussi des ressources à aller revisiter. Donc, pour essayer d'approvisionner nos systèmes avec autre chose que des matières premières vierges. Alors, il existe quand même des limites au recyclage. Et l'une des premières limites, c'est ce qu'on appelle la dispersion et l'entropie. Plus un métal va être dilué dans un objet complexe comme mon téléphone, par exemple, plus l'énergie qu'il va falloir mettre pour aller récupérer ce métal va être important. Et donc, c'est une espèce de lutte entre des objets de plus en plus complexes et le fait que, par leur complexité, ils deviennent de plus en plus difficiles à recycler. Voilà. L'autre problème, c'est effectivement le modèle économique et comment intégrer le recyclage avec l'amont, c'est-à-dire comment nourrir, comment avoir des gisements suffisants pour créer une activité, et l'aval, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit de la matière, si vous n'êtes pas remonté jusqu'aux métaux, comment trouver des industriels qui vont pouvoir récupérer ces matières premières issues du recyclage. Donc voilà les grands enjeux. Et sur la dernière slide, je voulais essayer de faire une petite synthèse. Face à ces ressources minérales en tension, on voit bien que l'on peut identifier deux enjeux majeurs. Et donc, c'est ce qu'on a parlé là pendant 2 ou 3 minutes. Le premier, c'est un enjeu de souveraineté industrielle. On ne peut pas faire face à la demande, et donc on est dépendant de pays, notamment de pays hors européens, pour y répondre. Et un enjeu qu'on néglige peut-être et qui est extrêmement important, c'est l'enjeu éthique. Parce qu'à partir du moment où on ne produit pas sur notre territoire des matériaux que l'on utilise au quotidien, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on transfère l'impact de nos modes de vie ailleurs. Les solutions, alors, j'ai surtout pas la prétention d'être ni exhaustif ni de les avoir, mais en tout cas, on peut en citer certaines qui sont déjà mises en place. C'est le découplage entre la croissance économique et l'utilisation des ressources.
en résumé la sobriété. C'est bien évidemment la mise en place d'une économie circulaire. Alors nous, on dit plus circulaire parce qu'on sait d'ores et déjà qu'il faudra maintenir une activité extractive, mais celle-ci devra être responsable et durable. Et en fait, dernier point, eh bien, il faut organiser un approvisionnement responsable et durable, c'est-à-dire mettre en place la traçabilité des filières à l'échelle européenne et française. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les clients. Effectivement, c'est un peu comme dans l'alimentaire où les questions de traçabilité deviennent de plus en plus importantes, approvisionnement local, même si pour les métaux, bien évidemment, on va être sur une dimension un peu plus européenne, voire mondiale. Sous la pression des clients, on va être obligé de petit à petit de certifier que les métaux qui ont été intégrés dans nos objets l'ont été à travers des filières d'approvisionnement responsables et durables. C'est ce que vous évoquait quand on préparait cette table. Vous évoquiez, notamment dans le milieu de l'automobile ou aussi dans l'exemple des batteries, qu'on allait peut-être tendre de plus vers une logique de, peut-être entre guillemets, de labellisation et donc une pression sur les différentes chaînes de valeur données peut-être par des grands donneurs d'ordre, par exemple, sur ces sujets. Oui, Monsieur ça, et c'est vraiment un espèce de label de la batterie européenne. Alors, ça a vraiment démarré avec une forte pression des consommateurs allemands sur l'automobile allemand. C'est vraiment, ça a été le déclencheur. Oui. Peut-être juste pour conclure, sur une fois qu'on a vu tout ça en global, quelle peut être la déclinaison sur les territoires, hein. Une des déclinaisons, c'est bien sûr d'intégrer d'ores et déjà, mais visiblement vous l'avez fait et vous le faites, hein, les enjeux associés aux approvisionnements responsables. Une fois de plus, hein, comment on va pouvoir tracer et s'assurer que les objets qu'on utilise ont été fabriqués selon un processus responsable et durable. Et puis le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est comment favoriser la création de valeur sur le territoire et donc intégrer les approches d'écologie industrielle et territoriale. En gros, comment on peut revisiter la manière dont on gère les déchets, comment on peut optimiser les boucles de recyclage. C'est déjà en cours sur les matériaux qui sont des choses les déchets du BTP par rapport aux carrières, par exemple, ça c'est des choses qui voyagent pas très loin, donc il y a déjà des gros efforts, je sais, dans toutes les régions. Sur les métaux, c'est quelque chose qui se met en place. Ok. Voilà, et je m'arrête là et je suis à votre disposition, bien évidemment, pour échanger plus avant sur ces questions. On va continuer bien sûr à échanger après au fur et à mesure de la table, mais on a une petite contrainte de temps pour Amandine Loeb, donc je sais qu'elle a une réunion en tout début d'après-midi avec des acteurs du développement territorial justement. Donc on a quelques minutes avec Amandine peut-être pour voir aussi le pendant là côté région Nouvelle-Aquitaine et sur certains aspects peut-être plus orientés aussi sur les déchets et sur la consommation énergétique et du poids de l'industrie. Mais d'abord Amandine, je vous laisse peut-être vous voulez que je partage la présentation ou vous voulez le faire? Écoutez, vu la contrainte de temps, je vous propose que ce soit moi qui partage de façon à pouvoir piloter et puis éventuellement accélérer le passage de diapo. En tout cas, le contenu, je vous laisse. Vous avez à disposition la présentation pour la remettre aux participants. Donc, très rapidement, je partage l'écran. Je vous dirai de toute façon si ça… Alors, qui me dit qu'il ne souhaite pas? Donc, écoutez, il ne souhaite pas. Non, je vais vous proposer… C'est moi qui vais le faire alors. D'accord. Et puis, je vous présigne, ça va se passer très bien. Rapide présentation de la règle. Donc, on est une agence financée principalement par la région et l'ADEME, donc des acteurs institutionnels, pour fournir de la connaissance. Donc, notre mission, c'est l'éclairage des politiques publiques, des décideurs locaux, sur un certain nombre de paramètres que je vais dimensionner aujourd'hui. La question des déchets, la question aussi des consommations d'énergie, production énergétique renouvelable et émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On peut passer à la suivante. Donc, effectivement, les enjeux ont été largement évoqués par Monsieur Dugue, qui sont devant nous, devant les industries de notre région, mais évidemment la plupart des industries, la moindre disponibilité de certaines ressources. Il y a beaucoup de discussions sur la question de la disponibilité du gisement.
Dans certains cas, le gisement peut être indisponible, mais une grande partie, pour une grande partie de matières ou de minéraux, c'est plutôt du fait d'une forte demande, c'est les coûts d'extraction qui risquent de devenir de plus en plus élevés et qui font que ce gisement de matière, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est qu'il sera de plus en plus difficile à obtenir. Et du coup, la collecte et la récupération, les besoins de matières premières risquent d'avoir leurs coûts qui s'envolent et donc moindre disponibilité dans les faits, même si c'est pas forcément une disponibilité physique. Le sujet de l'indépendance énergétique, puisqu'on va aborder juste après les paramètres de consommation énergétique et le positionnement de la situation régionale, notamment du point de vue de l'industrie. Juste pour rappeler que l'approvisionnement en pétrole et gaz est la première raison du déficit commercial de la France. Et donc, la réduction de nos besoins en pétrole et gaz se traduit aussi par une indépendance accrue de notre territoire pour, du coup, nos usages énergétiques. La question des changements climatiques également, vous avez une courbe issue des rapports du GIEC qui montre l'augmentation des températures avec son corollaire, l'identification d'un enjeu de réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, donc principalement des consommations énergétiques qui sont basées sur l'utilisation des ressources fossiles. Donc, un enjeu majeur, évidemment, pour les industries, ce qu'on appelle l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des besoins énergétiques associés, et également des enjeux d'adaptation qui ne sont pas le sujet également aujourd'hui, mais qui sont néanmoins des sujets cruciaux. On va passer à la suite. Et puis, on va démarrer dans les chiffres. Donc, nous, notre sujet, c'est de paramétrer, de dimensionner les situations à l'échelle régionale pour l'ensemble des acteurs du territoire de la région et également à des échelles plus petites, notamment les collectivités qui portent des plans climat, de façon à pouvoir les aider à dimensionner et construire des réactions, des dispositifs de soutien, des programmes d'action pour justement pouvoir correctement et efficacement s'attaquer aux questions de réduction des consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre. Mais on travaille également sur la question de la prévention des déchets et l'entrée dans la thématique d'économie circulaire. Donc, 3 paramètres là, je vais aborder rapidement. Le sujet des consommations d'énergie. Aujourd'hui, l'industrie, on va faire un focus sur l'industrie, c'est 19% de la consommation d'énergie du territoire régional. On peut rattacher quand même une partie des besoins de transport qui sont liés, qui concourent évidemment aux activités économiques de la région. Dans les 36% du transport, on a à peu près 45% qui sont liés au transport de marchandises. Dans ces 45%, on a un petit 20% qui sont du transit, donc qui ne correspondent pas à des besoins des activités régionales, mais on peut rajouter peut-être un petit 10% du bloc transport qui va de ces 36% pour compléter les consommations énergétiques nécessaires aux activités économiques et principalement industrielles. Le constat que l'on fait, c'est juste en dessous, c'est que les besoins énergétiques des acteurs industriels prennent leur source dans des énergies très diversifiées. Donc, on a un bon tiers qui sont des ressources fossiles. Donc, évidemment, les politiques publiques et tous les dispositifs d'intervention vont nécessairement se focaliser de plus en plus sur ces besoins en énergie fossile. Le gaz naturel, 24%, les produits pétroliers, 6%, et une part encore d'activité industrielle de la région utilise du charbon. Donc, tout ça nous fait un bon tiers de ressources fossiles. Une mention particulière sur le 30% que vous voyez de couleur verte qui consiste en utilisation d'énergie renouvelable thermique ou d'énergie considérée comme renouvelable utilisée en partie des déchets. Et on va le voir dans le détail des secteurs, ce qui explique ces 30%. On va passer à la suite. Et du coup, on va faire un petit focus. Cette consommation d'énergie, où je vous laisse Antoine, diminue. Donc ça, c'est plutôt bien. Diminue de 6% à peu près pour toute activité confondue et diminue avec un rythme un peu moins élevé pour le secteur industriel. On est très loin aujourd'hui de l'ambition affichée par le schéma régional qui s'appelle le volet énergie-climat du SRADET, mais le SRADET qui lui-même, schéma régional d'aménagement du territoire, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est issu de réglementations nationales, européennes, internationales, pour converger vers ce qu'on appelle le facteur 4 à horizon 2050, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 75%, de façon à pouvoir atténuer l'impact sur le climat et de limiter la croissance démesurée de nos températures à horizon 2100. Donc, ces 30% viennent, entre guillemets, de là. Et on voit que la pente, aujourd'hui, n'y est pas.
Par contre, un constat que l'on peut faire pour l'industrie, c'est que cette diminution est imputable en partie aux mesures d'efficacité énergétique, mais également aussi à la désindustrialisation. Donc, il ne faut pas, entre guillemets, ne voir que dans l'efficacité énergétique. En revanche, l'indicateur que l'on suit, qui est l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie pour produire une unité de valeur ajoutée, cet indicateur diminue, donc tend à étayer l'intensité du coup des mesures prises d'efficacité énergétique par le secteur industriel. D'accord. On va continuer. Ouais, donc la consommation en baisse, mais effort à intensifier largement si on veut tenir les clous par rapport à nos objectifs. Caractéristiques du profil industriel, vous avez le top 6 des activités consommatrices d'énergie. Donc on voit le premier secteur, industrie du papier et du carton, on retrouve la répartition des besoins énergétiques et de l'origine des énergies utilisées. Le papier carton va utiliser largement des sous-produits qu'on va appeler des liqueurs noires, qui sont des sous-produits de la fabrication du papier et du carton pour les activités de process. Et donc, c'est ce qui explique cette part d'énergie, d'utilisation d'énergie renouvelable, et qui vient titrer et amener notre bilan global à 30% pour l'utilisation. Donc, vous avez la liste ici. Donc, à retenir ce top 6. Et de 2, une concentration de l'énergie consommée par l'industrie sur un petit bouquet d'établissements. Puisqu'aujourd'hui, c'est le graphe en dessous qui l'étaye, avec le point rouge qui est complètement à droite du graphe, qui consiste à dire que 200 établissements, vous avez le nombre d'établissements en dessous, vont être à l'origine de 80% de l'énergie consommée par le secteur industriel en région. Donc, idem, vous avez 20 établissements qui sont à l'origine de 50% de la consommation d'industrie et un petit 3 établissements à l'origine de 20% de la consommation industrielle. Voilà pour ce premier constat. Pour continuer après les autres constats, les énergies renouvelables, donc aujourd'hui à l'échelle de la région, sont principalement des énergies renouvelables thermiques qui vont servir à assurer les besoins de chaleur sur le territoire national. Ce qui va concerner les industries, donc à peu près toutes les énergies renouvelables à l'exception de la première zone en vert un peu plus clair qui est issue des besoins des énergies renouvelables du bois bûche des particuliers. Mais on voit qu'un gros bloc qui constitue la biomasse thermique hors bois particulier, biogaz thermique et déchets, ce sont les énergies renouvelables qui vont être utilisées par les acteurs industriels principalement, une partie d'acteurs collectifs. Donc une contribution majeure aussi des industries, entre guillemets, à la partie solution et au bilan des énergies renouvelables de la région, avec un essor. Donc, ces énergies renouvelables augmentent très régulièrement et nous sommes aujourd'hui une région qui se distingue à la fois par la variété du mix énergétique renouvelable, toutes les énergies renouvelables sont représentées, et par une croissance importante, avec un ratio qui est à retenir, c'est le ratio production énergétique renouvelable sur la consommation d'énergie finale. Aujourd'hui, au niveau de l'Aquitaine, on est à 25%, soit largement plus que la moyenne nationale. Okay. Un petit point rapide sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre, comme vous avez bien fait d'y passer, monsieur Chotard, pour vous dire qu'également, sur ce sujet-là, on voit qu'on est loin d'être dans l'épure de la trajectoire fixée par nos objectifs régionaux. Vous avez encore une fois la répartition des différents secteurs. En rouge, on a le secteur industriel qui a connu une baisse très importante aussi. Alors là, c'est pas seulement une affaire de consommation d'énergie, mais un mix énergétique qui voit une réduction majeure d'énergie carbonée. Donc, on a une réduction majeure de l'usage du charbon, du fuel ou d'autres sources fossiles qui sont à l'origine de la diminution assez forte des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Mais on voit que tout secteur confondu, on est encore à 8 points au-dessus de la trajectoire dessinée qui doit nous conduire au facteur 4 à horizon 2050. On va continuer avec une représentation du top 5 là, pour les émissions de gaz à effet de serre, et on voit qu'on a des secteurs qui, eux, vont, pour des raisons de process, ce qu'on appelle la décarbonatation, être à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre principales en région, c'est le secteur fabrication des plâtres. On retrouve aussi industrie du papier-carton, mais un peu moins, parce que justement, ils utilisent massivement des énergies renouvelables, on a vu dans le cadre du process. Okay. Et donc, une diminution importante, on a vu de 48,5% depuis les années 90.
Ne pas oublier également la désindustrialisation qui sont un enjeu majeur. Je terminerai peut-être avec la dernière diapo. Enfin, une diapo, et puis après, on passera peut-être rapidement sur les déchets. Nous avons réalisé l'empreinte carbone de la région, donc on s'est penché sur les émissions induites par l'activité qui correspondent aux besoins. En gros, un néo-aquitain a besoin de consommer, a besoin de se déplacer. Et du coup, de ce point de vue-là, on intègre les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication des produits manufacturiers qui vont être utilisés par un néo-aquitain. Et dans ces cas-là, on voit que la vision est un petit peu différente. Ce sont les bâtons qui sont en jaune et bleu. Vous avez le résultat de l'empreinte carbone et en parallèle, en bleu et rouge, vous avez nos bilans, nos émissions de gaz à effet de serre que vous avez vu tout à l'heure qu'on appelle territorial, le bilan gaz à effet de serre territorial. Donc autant le bilan gaz à effet de serre territorial, on le voit, il a connu un pic de 90 à 2005 et il diminue. L'empreinte carbone, quand on prend les émissions induites, elle augmente. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation et on est une stabilisation. Ça se maintient à un niveau haut. Et là, la principale raison de cette empreinte carbone qui ne diminue pas, c'est le recours à des produits importés, majoritairement de pays qui connaissent pour l'ensemble de leurs énergies, y compris l'électricité, un poids carbone important, notamment la Chine. Donc on voit que la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire vient aussi, et on reboucle avec la question de l'approvisionnement, d'une nécessité de minorer aussi le recours à des produits importés qui véhiculent, entre guillemets, un poids carbone également élevé. On passe rapidement enfin sur la question des déchets. Ça va au niveau timing? Oui. Il va falloir que je vous quitte malheureusement prochainement. Donc, vous avez la liste ici des acteurs en fonction des types de déchets. Donc, ça, ce sont des sujets qui sont livrés à nos partenaires régionaux de façon à pouvoir aider à dimensionner des politiques publiques pour viser une meilleure utilisation de ce que les acteurs du recyclage appellent la mine de surface. Ce qui a été cité peut-être aussi aujourd'hui, à savoir qu'en région, on a des ressources non négligeables et importantes sur ces différents déchets. Donc, vous avez des codes couleurs avec un poids important de déchets qu'on peut qualifier organiques ou biomasse, du fait des activités de la région, mais également des quantités non négligeables de différents métaux, etc. Sur ces 1,5 million de tonnes, on peut considérer qu'il y a un regard à porter. Ils sont majoritairement valorisés. Mais est-ce qu'il serait possible de développer une valorisation qui puisse être éventuellement plus locale de façon à en tirer un parti qui soit optimal? Donc enfin maintenant, je vais arriver vers la conclusion. Et puis des pistes, donc ça c'est la mise en regard avec les objectifs, parce qu'on a parlé de la photo. Et puis encore une fois, si on prend tous les déchets d'activité économique, on a une augmentation, on est passé d'un petit peu moins de 7 millions de tonnes à plus de 7 millions de tonnes en 3 ans. On est également, malheureusement, très très loin de l'objectif qui a été fixé par le plan régional déchets, qui consiste à stabiliser la production de déchets, donc non dangereux, non inertes, à horizon 2030. Donc aujourd'hui, on est loin d'être à activité économique, malgré les perspectives de croissance de l'activité économique. Donc ça, c'est l'objectif qui a été choisi, donc de stabiliser avec une perspective d'augmentation de l'activité économique. Je vous laisse passer à la suite. Et puis pour reprendre de façon peut-être plus un peu prosaïque et ce que raconte un spécialiste de l'ADEME et que j'aime beaucoup, c'est en termes de modèle à adopter, c'est finalement passer de l'économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. Et j'aime bien cette image parce que le cow-boy, lui, défriche un espace qui semble immesuré, illimité, avec des ressources qui semblent prêtes à être utilisées sans limite, avec un cosmonaute qui a un pilotage extrêmement fin de l'utilisation de chacune des ressources, avec une réflexion, un monitoring, encore une fois un pilotage, et puis une intégration au cœur de la stratégie et une logique d'examen de la productivité, de s'engager dans une productivité des ressources, et non plus comme aujourd'hui, on calcule la productivité plutôt vis-à-vis du travail. Et c'est cette productivité vis-à-vis des ressources qui va être une nécessité, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit matière, qui va être une nécessité absolue si on veut s'engager de façon collective. Là, on a un focus sur les industries, mais l'ensemble, vis-à-vis de l'ensemble des autres acteurs, à une réduction massive et drastique de l'ensemble de nos besoins et de nos émissions.
Donc, économie circulaire, ça a été beaucoup évoqué justement sur le webinaire dont je parlais tout à l'heure, et on rejoint en effet le sujet, notamment par ces graphiques-là. Donc j'en ai terminé et je pense du coup qu'un grand nombre d'interventions vont être porteuses de solutions. On a des acteurs ici comme l'ADI qui vont justement accompagner, aider les activités industrielles à déployer un certain nombre de solutions techniques. Des acteurs institutionnels, ADEME et régions, avec le plan de relance qu'il s'agit de citer, qui vise abondamment la mise en place de mesures visant la décarbonisation des activités industrielles. Donc, je pense que ce sera largement évoqué, mais les outils, les dispositifs sont faits pour favoriser l'accompagnement et la mise en action. Ok. Ouais, merci beaucoup, Andine. Je sais que vous êtes déjà très certainement en retard sur votre prochaine échéance. Merci pour avoir balayé ces éléments. Merci parce que ça nous permet aussi de consolider, de conforter des données, y compris dans le cadre d'un événement comme Vive Industrie. On n'a peut-être pas toujours l'habitude de porter directement auprès des entreprises, auprès des politiques publiques et des territoires peut-être davantage, mais directement auprès des entreprises peut-être moins. Donc merci pour cette contribution-là. On va continuer les échanges. Je vous laisse nous quitter. Et je vous quitte, malheureusement. Par contre, ce qu'on vient d'entendre, moi, ça me fait aussi très clairement, ça me permet de vous partager. Hop, je reviens sur le truc. Un certain nombre de constats. Là, on en vient à dire qu'il faut aller en effet vers l'économie circulaire, que c'est un mouvement qui est en marche, qui permet à l'entreprise d'être dans une approche beaucoup plus écosystémique, de plus penser à son aval, à son amont, etc. Bon, en même temps, pour l'instant, 70%, là, selon des études type Gartner, disent que les leaders sur les chaînes d'approvisionnement prévoient d'investir dans l'économie circulaire, de lier ça à des sujets de transformation numérique aussi et de données pour pouvoir mieux piloter ça, ce que disait tout à l'heure Amandine. Donc que le mouvement est en cours. L'économie circulaire, c'est maintenant ou jamais, qu'il y a plein de bénéfices à en tirer, abaissement des gaz à effet de serre, on l'a dit, mais aussi des bénéfices qui vont au-delà de ça. Et le contexte actuel sanitaire avec ces sujets de relocalisation et de diversification le conforte. Alors, ce qui nous semblait bien aussi durant la table, c'était d'avoir l'avis aussi d'un chef d'entreprise, et notamment celui de Monsieur Benelli. Quand on a préparé cette table, alors je vous laisserai présenter évidemment COP électronique et vos métiers principaux, mais on avait évoqué vos problématiques en effet sur l'approvisionnement, de sortir peut-être un peu de logique, un peu du tout chinois sur l'approvisionnement, mais que ça venait questionner aussi votre modèle, votre façon de penser aussi la durabilité à l'échelle de l'entreprise. Alors, je vous laisse présenter COP électronique, vous présenter, et puis aussi réagir évidemment à ce que vous avez entendu avant. Merci Antoine. Bonjour à tous les participants. Donc, je vais essayer de faire vite. Donc, COP électronique, donc, nous sommes une entreprise coopérative fondée en 1985. Très fortement engagé dans l'économie locale. Nous réalisons en sous-traitance des faisceaux, tableaux électriques, mais également des cartes électroniques et du surmoulage pour le secteur aéronautique, automobile, industriel, médical. Aujourd'hui, nous sommes 120 salariés au total, donc un peu plus de 80 coopérateurs. Voilà, vous passez donc tous les slides de notre site internet. Merci. Aujourd'hui, l'enjeu que nous avons par rapport à tous ces circuits d'approvisionnement, effectivement, c'est d'essayer de relocaliser certaines sources d'approvisionnement. Depuis quelques années, les industriels ont quand même pris conscience de la nécessité de redévelopper du circuit court. On le voit, nous, nos clients cherchent vraiment des acteurs locaux de plus en plus. C'est vraiment une demande forte de la plupart de nos clients d'avoir des sous-traitants proches de chez eux pour leur apporter les produits et services qu'ils attendent. Nous, de notre côté, effectivement, on cherche également à sécuriser nos circuits d'approvisionnement de matières premières. Et les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et encore plus particulièrement avec le contexte actuel de pandémie, c'est de réussir à s'approvisionner
tout ce qui est métallurgie, donc tôlerie, chaudronnerie, mais également tout ce qui est composants électroniques qui passe par des fabrications chinoises et distribution donc mondiale, et sur lesquels on est aujourd'hui confronté à des phénomènes de pénurie organisés ou pas, je ne sais pas, c'est assez difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, les alternatives aujourd'hui sont très faibles. Pour autant, c'est ce que vous disiez, vous êtes dans une phase où justement vous essayez de diversifier vos clients, de sortir peut-être d'une forme de dépendance aussi vis-à-vis d'un certain nombre Oui. de clients principaux et donc de donneurs d'ordre d'une certaine manière. Et donc, vous avez cet enjeu-là. C'est quelque chose qui a été traduit aussi, on disait tout à l'heure que vous avez été accompagné sur ces programmes Usines du Futur ou par les accélérateurs. Donc ça, c'est aussi des choses qui sortent de ces enjeux-là et de ce repositionnement pour vous. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous dites que aussi finalement ces acteurs plus locaux, qui sont peut-être ceux qui vous permettent de vous diversifier, sont aussi ceux qui vont être le plus demandeurs à la fois de cette traçabilité, d'un certain niveau d'exigence, et puis cet enjeu de relocalisation et de faire appel au local. Est-ce qu'ils le font pour des raisons aussi environnementales ou c'est avant tout des questions plutôt territoriales, de réassurance dans la relation? De plus en plus, c'est quand même de plus en plus effectivement environnemental. On voit les enjeux RSE se développer. On nous demande de plus en plus de prouver nos démarches RSE. Moi, donc, je suis en place, je suis directeur de la coopérative depuis 2 ans. En 2 ans, on a multiplié par 3 le volume de déchets recyclés. Donc, tout ce qui est chute de câbles, tout ce qui est cartes électroniques, enfin, déchets sur les cartes électroniques sont revalorisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à multiplier par 3 en 2 ans. C'est quand même un effort important. On essaie maintenant, pour aller plus loin, de travailler avec d'autres industriels locaux pour essayer de valoriser tout le reste des déchets, parce qu'il en reste quand même pas mal. Et ça, nos clients le regardent, sont très attentifs là-dessus. Quelles sont les mesures que nous mettons concrètement en œuvre pour réduire notre impact environnemental, que ce soit donc sur la revalorisation des déchets, sur les recherches d'optimisation de transport, l'utilisation d'emballages recyclables, par exemple, avoir des fournisseurs, bien sûr, plus proches de chez nous. Voilà, donc c'est un ensemble. Et alors, là, on comprend bien en vous entendant parler que c'est quelque chose, et ça a été dit hier dans le webinaire là, sur l'usine durable, qu'à un moment donné, ça c'est quelque chose qui ne se décide pas que par aussi des engagements RSE, mais aussi parce qu'à un moment donné, le dirigeant a vraiment ce changement de mindset, on va dire, et d'état d'esprit et de vision sur un modèle un peu différent à faire évoluer. Donc ça tient quand même beaucoup à ça. Est-ce qu'après, pour enclencher et rendre ça cohérent, opérationnel au quotidien, vous êtes staffé pour ça? Et est-ce qu'il y a peut-être aujourd'hui des besoins, puisqu'on est aussi dans le cadre de Vive Industrie pour questionner ces accompagnements? Est-ce qu'il y a un certain nombre de besoins pour vous avancer? Parce qu'on évoque toujours en effet des chiffres et des éléments qui permettraient de dire qu'il faut qu'on aille plus vite, et c'est pas faux. Mais en même temps, pour que vous alliez aussi plus vite, il faut peut-être aussi être encore plus épaulé, peut-être, sur ces sujets. Ouais. Donc, nous, on est aussi là, en partie aussi pour ça. Mais quel serait le type de besoin que vous pourriez exprimer? Alors, tout à fait. En fait, en termes de staff, cette culture que j'essaye d'impulser au niveau de COP électronique, ici au Pays Basque, mais également dans notre deuxième site du Lot, nécessite quand même pas mal d'efforts. Rechercher des partenaires, rechercher des centres de recyclage, consulter tout ce circuit-là, ça prend effectivement du temps. On n'a pas forcément toujours les bons contacts. Parfois, la volumétrie de nos projets n'intéresse pas les grands acteurs tels que CITA ou d'autres centres de recyclage ou d'autres transporteurs, pour faire le parallèle sur les transports, puisqu'on travaille quand même sur plusieurs axes. Ouais. Donc nous, effectivement, on aurait quand même intérêt à être épaulés et essayer de travailler de façon coordonnée avec les autres industriels pour essayer d'optimiser tous ces circuits-là. Et effectivement, c'est là-dessus, ADI pourrait tout à fait nous aider pour coordonner toutes ces actions qu'on a entre les différentes PME. Oui, donc j'en comprends, c'est un besoin aussi de
visibilité, de meilleure compréhension des acteurs, parce que vous êtes Ça. justement dans cette diversification. Vous sortez un peu de les chaînes de valeur, on va dire, habituelles. Et donc, vous avez besoin, dans ce décloisonnement, d'identifier autrement les acteurs, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Et parfois, avoir un moteur extérieur ou un coordinateur extérieur qui puisse mettre en relation les PME de façon à se présenter ensemble sur des acteurs un peu plus gros et proposer des solutions qui puissent être rentables. Ok. Eh ben, merci déjà pour ce retour. Moi, ça me permet aussi de tendre la perche à Laurent, qui, je pense, je vois, il a son micro est ouvert, donc Laurent a envie de réagir. Et puis, évidemment, après, on va pouvoir se lancer. Il nous reste quelques minutes sur peut-être certaines questions ou remarques. Je crois que Florence Rouffaut nous a partagé aussi des contenus. Florence qui tenait le webinaire. Mais Laurent, tu voulais réagir, je crois, au propos de Monsieur Benelli. Oui. N'hésitez pas, Monsieur Patrick Dugue et Antoine, si vous avez envie de… Oui, Antoine, tout à fait, au propos de Monsieur Benelli, et puis peut-être, j'arrive en fin de webinaire, donc beaucoup de choses ont déjà été dites, mais peut-être pour vous témoigner le fait que justement à ADI, mais pas que ADI, évidemment, en lien avec les services de la région, en lien avec les pôles et les clusters de la région qui sont impliqués sur ces sujets-là, en fait, moi, le constat que je dresse, c'est que on est finalement avec deux tendances. La première qui est une tendance très lourde à la décarbonation de l'économie. Là, aujourd'hui, on est sur l'industrie, mais à la décarbonation de l'économie, la décarbonation des transports, la décarbonation de l'industrie, la décarbonation des territoires. Cette décarbonation, elle engendre des nouveaux modèles d'appro, des nouveaux modèles technologiques et donc des nouvelles chaînes de valeur qui sont en train de se créer. C'est notre métier à ADI d'anticiper ça et de créer ces chaînes de valeur. Et c'est vraiment le sens même d'ADI et le sens même du service transition énergétique et environnementale. C'est bien celui-là, c'est-à-dire pouvoir connecter l'offre et la demande. Si c'était si facile, ça se ferait déjà. Et malheureusement, c'est pas si facile. Et donc, du coup, il faut mettre de la poudre de perlimpinpin, il faut mettre du jour homme, il faut mettre du temps, il faut mettre du réseau à disposition. Monsieur Benelli, je confirme, connecter des gens au quotidien qui viennent d'un secteur d'activité, qui ont une compétence pour la transférer à un autre, c'est un des gros sujets. La deuxième grande tendance, c'est en effet de la résilience, c'est-à-dire comment, avec cette finalement sortie de Covid, comment les acteurs industriels peuvent travailler plus en local entre eux, sur des logiques d'achat, sur des logiques de R&D, et puis sur des logiques de partenariat diverses et variées. Une réponse, c'est encore une fois la constitution de chaînes de valeur, c'est la constitution de filières, en amont, c'est-à-dire comment j'achète mieux ou comment je conçois mieux mes produits, et en aval, c'est-à-dire en effet, là où je rebondis sur vraiment le sujet, c'est comment je recycle mieux, comment je revalorise mieux, comment je réutilise mieux mon produit de sortie qui devient un produit d'entrée dans pas mal de process en réalité. Alors nous, on adresse un bout de ces sujets-là à ADI, pas sur tout. Le cluster Soltena fait beaucoup de choses. Aquitaine Chimie Durable, Nouvelle-Aquitaine fait aussi beaucoup de choses sur les matériaux et la chimie. Mais sachez que pour ceux qui nous écoutent et pour vous, Monsieur Benelli en particulier, il y a vraiment un réseau d'acteurs qui se constitue et qui est là pour tisser des fils et pour faire en sorte que ces circuits courts existent au niveau techno, etc. Là où, et pour finir, le troisième point d'étonnement ou de réaction, c'est que ces sujets-là, évidemment, ils entraînent des ruptures technologiques, évidemment, parce qu'il faut adapter, il faut adapter les process, il faut adapter les technos, il faut purifier les matériaux, il faut faire un certain nombre de choses qui aujourd'hui n'existent pas. Donc, c'est aussi des sujets qu'on traite, nous, sur une approche technologique. Et puis, sur tout un tas de sujets, il y a des problématiques de relocalisation, d'implantation, de complément de chaîne de valeur. Et c'est aussi des choses qui sont adressées, tout ça. Évidemment, nous, à ADI, on se met dans un cadre qui est un cadre régional. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'est beaucoup investi et s'est beaucoup impliqué sur ces sujets-là. Des groupes de travail sont en place. Il y a 2 feuilles de route, une pour les entreprises, une autre pour les filières, qui ont été pondues pour donner le cadre stratégique en mode post-Covid. Il y a des soutiens financiers régionaux qui appuient toutes ces réflexions stratégiques, tous les choix technologiques et tous les
élément de constitution de consortium. Donc, finalement, on a tous les outils. Puis, il y a aussi des dispositifs nationaux et européens portés par l'ADEME, les plans de relance, les programmes européens. Donc, j'ai envie de dire, le système est en place et je pense qu'on est au début d'une très belle aventure qui va nous mener collectivement tous très loin en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, on y passe beaucoup de temps, nous, à ADI, et encore une fois, le réseau d'acteurs, pôles, clusters, centres technologiques et filières qui s'impliquent sur ces sujets-là. Voilà, Antoine, le reste que je peux faire de ce que j'ai entendu, quoi. Peut-être pour compléter aussi, parce que je vois c'est partagé aussi dans le fil de discussion, qu'il y a en effet aussi, côté aussi région Nouvelle-Aquitaine, en effet une mise en route de parcours et d'accompagnement spécifique. Donc le mouvement, il se joue aussi là. Il y a Florence Rouffaut et Katia Hamet avec qui on était hier sur la présentation justement de c'est quoi cet accompagnement et ce programme Usine du futur. Je vous partage rapidement une slide qu'il y avait hier qui présente aussi le parcours Usine durable qui aujourd'hui est intégré au programme Usine du futur. Alors à la fois dans la partie les entreprises qui rentrent dans ces diagnostics ont du temps dédié à un diagnostic spécifique sur ces problématiques et donc peuvent questionner aussi cette problématique et environnementale en lien avec la problématique d'approvisionnement et de supply chain. Donc, ça peut rentrer dedans. Et puis, c'est aussi un parcours post-diagnostic pour, en effet, aller questionner plusieurs axes. Vous le voyez peut-être pas trop bien sur la slide parce que ça doit être écrit un peu en petit, mais sur l'énergie, les déchets, la matière, l'éco-responsabilité, l'éco-conception, l'eau, la préservation de la biodiversité. Laurent, tu les connais bien aussi. Ces dispositifs, ils se démultiplient. Complètement. Et donc, on est bien dans la tendance. Ce qui est intéressant, et pour compléter les propos de Katia et de Florence sur le fil, c'est qu'en effet, la région Nouvelle-Aquitaine, déploie les dispositifs à toutes les échelles, comme je le disais, à l'échelle de l'entreprise individuelle, à l'échelle des filières, à l'échelle des territoires, et en s'appuyant sur ADI évidemment, mais encore une fois, je le reprécise, sur des acteurs, les pôles, les clusters, Soltena, sur les acteurs de l'économie territoriale. C'est un réseau en réalité pour que où qu'on soit et de quelque endroit en fait en Nouvelle-Aquitaine on se pose ces questions-là, on ait une réponse qui travaille en circuit court. Et donc je trouve, voilà, le réseau est constitué et apporte des réponses. Et encore une fois à tous les niveaux, au niveau constitution de chaîne de valeur, levée de verrous techniques, constitution de filières industrielles qui sont à reboloter. Voilà, c'est le retour que je pouvais faire dans cette table ronde. Merci Laurent. Moi, avant qu'on clôture, parce qu'on a encore 2 minutes 50, j'ai un compteur sous les yeux. S'il n'y a pas forcément spécifiquement d'autres questions, moi j'avais aussi pour monsieur, je pensais pas mal pour monsieur Dugue et puis pour Antoine aussi, Achard, une question liée à la donnée en fait. Depuis tout à l'heure, on brasse des éléments qui viennent soit côté BRGM, on a parlé de comités stratégiques de filière qui ont des informations qui remontent des entreprises. L'AREC a des données qui, par différents circuits, en effet, remontent par des fédérations pour consolider des données. Mais est-ce que, en fait, on n'a pas aussi à questionner demain une politique un peu de données publiques sur la façon dont on peut mieux faire se parler des données issues du territoire et des données issues du monde de l'entreprise pour mieux comprendre son impact. Alors là, on est peut-être sur des choses plus liées à de l'innovation et à des prototypes à mettre en œuvre, mais on aide beaucoup l'intelligence artificielle dans la filière numérique. Peut-être qu'on pourrait imaginer que demain, ça nous permette aussi de mieux piloter, y compris ces problématiques de ressources, parce que j'en comprends que finalement au quotidien on est peut-être aussi un peu pas aveugle, mais c'est compliqué, j'imagine, pour aussi un chef d'entreprise comme par exemple monsieur Benelli d'être au courant au quotidien de ces évolutions-là. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi demain en effet des outils de pilotage et des systèmes d'information un peu plus poussés là-dessus? Monsieur Dugue? Oui, alors je pense que ce qui est important dans ce que vous venez d'exposer, c'est finalement, comment dire, d'inscrire les réflexions locales dans un contexte plus global. Je pense qu'il y a un moment, on a pensé trop global. Aujourd'hui, la forte tendance est à ramener tout au local. Une action locale n'est pas vertueuse par définition parce qu'elle est locale. Il faut être, bien évidemment, dans les territoires, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de solutions et il faut avancer.
Mais il faut toujours le faire, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Hein. C'est ce que j'ai entendu de l'AREC, c'est ce que j'ai entendu de M. Benelli. Hein. C'est je réfléchis en local parce qu'il y a des solutions en local qui sont plus vertueuses, mais sur certains objets, sur certains sujets, il faut que je pense global et il faut que je vois des flux à une échelle européenne, voire mondiale. C'est le cas pour les métaux. La réflexion, elle doit intégrer le primaire, ce qu'on appelle le primaire et le secondaire. Il faut qu'on arbitre en permanence entre ce qui va venir des mines et ce qui va venir éventuellement de ce qu'on appelle la mine urbaine et du recyclage. Et donc oui, il faut cette vision globale et donc ça s'applique évidemment sur les données pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc voilà, donc bien évidemment encourageons le local et une grande partie des solutions sont en local. N'oublions pas quand même que tout ça s'inscrit dans une approche beaucoup plus globale et juste pour, il ne faut pas se tromper par exemple sur les enjeux, sur les composants électroniques. C'est un peu ce que je disais sur les aimants permanents, les terres rares, les aimants permanents et les éoliennes. Si on ne relocalise pas l'approvisionnement et si on ne source pas en Europe, on va avoir du mal à développer une activité de composants électroniques européens. Donc voilà, je ne veux pas être négatif. Hein. Il faut absolument soutenir les solutions locales, mais il faut toujours les mettre en lumière par rapport à des enjeux qui sont beaucoup plus globaux. Alors bon, en plus sur des régions comme la vôtre, vous avez une force de frappe tellement importante que vous n'avez aucune crainte à aller inscrire vos actions dans quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, en tout cas, merci. C'était extrêmement, en ce qui me concerne, c'était extrêmement intéressant de voir un peu cette dimension effectivement prise en compte territoriale de ces sujets. Si je peux peut-être juste compléter, investir pour relocaliser et investir aussi pour travailler sur les nouvelles générations de matériaux, de chimie, de tout ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Vous avez raison, il faut sans doute créer de nouveaux matériaux et sans pour autant revenir, par exemple, aux métaux. On peut sans doute avoir un couple court, mais qui doit nous permettre de créer de nouvelles choses. Attention, il faudra quand même les recycler. Donc, à un moment ou à un autre, l'éco-conception, s'assurer que ce ne soit pas la mauvaise bonne idée. Bon, c'est toujours facile à dire, hein, de tranquillement au bureau. Après, pour le faire au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. On va essayer de faire davantage de films sur des cosmonautes que sur des westerns et on avancera peut-être que c'est comme ça. Je suis obligé de vous couper. Je vous remercie pour ces échanges. Je vous propose d'ailleurs qu'on continue plus tard ensemble à se retrouver aussi peut-être dans un groupe de travail prochain. Donc merci de votre participation. Merci à ceux qui nous ont suivis et aux liens qu'ils ont partagés notamment. Et puis je vous propose de continuer sur Vive Industrie. Ça commence là, une présentation notamment de ce que sera la plateforme d'accélération l'usine du futur qui commence à l'instant sur un autre canal. Merci de votre disponibilité. Merci. Benelli, Merci beaucoup. Laurent, Patrick, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.